Propagation. Le podcast qui décode la guerre informationnelle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propagation. Je suis Guillaume Ledy et comme chaque semaine maintenant, vous commencez à en avoir l'habitude, nous tentons de donner des clés de compréhension de la guerre informationnelle en cours. Alors, depuis le début de cette série, nous avons exploré différents terrains de la conflictualité informationnelle, puisqu'il faut bien la baptiser, le technofascisme, les mutations de la diplomatie publique américaine, l'écosystème de désinformation russe ou encore l'offensive sur le climat en termes de désinformation. Aujourd'hui, on va revenir aux fondements théoriques qui permettent d'éclairer ces phénomènes. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir celui qui est officieusement le parrain de notre émission. Il l'apprend en face de moi à ce moment même, puisqu'il a forgé le concept même de propagation qui a donné son nom à cette émission. Dominique Boulier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes sociologue, professeur émérite à Sciences Po, ancien directeur du Media Lab de l'institution et auteur de l'ouvrage Propagation qui est apparu en 2023 chez Armand Collin. Et ici, on pense, Dominique Boulier, que ce livre n'a pas eu le retentissement qu'il mérite et que les concepts que vous y proposez ont besoin d'être peut-être un peu plus exposés, débattus, discutés, propagés. Donc humblement, on va tenter d'apporter notre contribution à cette propagation de l'ouvrage, puisque dans ce livre, vous proposez un nouveau paradigme pour les sciences sociales. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le sous-titre même de l'ouvrage. J'explique très rapidement, et vous ferez ça mieux que moi tout à l'heure, mais quand même pour que nos auditrices et auditeurs comprennent. En gros, aux côtés de l'approche par les structures, l'approche d'Émile Durkheim ou de Pierre Bourdieu, et de celle par les préférences individuelles, plutôt du côté de Raymond Boudon, vous invitez à considérer les propagations, ces entités circulantes, qu'il s'agisse d'idées, de rumeurs, de mèmes, on y reviendra aussi, ou de récits, comme un troisième point de vue essentiel pour comprendre le social. Voilà. J'ai résumé ça très rapidement. Et donc, à l'heure où la désinformation portée justement par les mêmes est amplifiée par l'IA et les plateformes se diffusent à grande vitesse dans nos espaces publics, cette théorie nous offre une grille de lecture précieuse pour comprendre le monde tel qu'il se fabrique sous nos yeux et dans nos flux. Donc, votre ouvrage pose les bases d'une théorie des propagations comme un troisième point de vue sur le social. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez-vous précisément par propagation, puisque j'ai dressé à grands traits ce que vous entendez par propagation, et pourquoi il est devenu impératif de les étudier aujourd'hui comme un phénomène social à part entière. Alors, il faut comprendre que si le concept ou l'ouvrage ne s'est pas diffusé, comme vous le disiez, suffisamment, je suis d'accord avec vous, mais c'est qu'en réalité, je pense, c'est un ouvrage qui a une prétention de science sociale. C'est-à-dire qu'il n'est pas bâti sur le diagnostic sur l'époque en matière de guerre informationnelle, qui est tout à fait pertinent et intéressant, mais ce n'est pas l'objectif initial de l'ouvrage. Ce n'est pas non plus une théorie générale des propagations au sens de la physique, de la biologie, etc. Ce que Gabriel Tarde avait essayé de faire un peu dans sa théorie de l'imitation. Donc c'est plus modeste, et c'est ce qu'on appelle un peu une théorie du milieu, enfin comme aurait dit Deleuze, quelque chose qui nous permet justement de naviguer entre tout cela. Et en même temps, il a donc un certain nombre d'occasions d'apparaître. Ce thème-là est en fin de compte à revisiter, j'allais dire, à notre époque, à cause de cette infrastructure numérique qui est fondée sur cette traçabilité permanente de tous nos échanges d'une façon ou d'une autre, et c'est cela qui change la possibilité de connaissance. Donc je ne suis pas là tout d'un coup tombé du ciel comme ça, c'est qu'en travaillant sur le numérique, j'ai été amené à me rendre compte qu'on avait accès à une dimension du social qu'on ne pouvait pas tracer, discuter, calculer auparavant, alors qu'avant, vous aviez évoqué les structures sociales, on pouvait les calculer avec les recensements, les préférences individuelles, on a pu les calculer avec les sondages à partir des années 30. Quand on parlait, par exemple, des rumeurs, tout cela, c'était des propagations. Mais on avait bien du mal, sur le plan méthodologique, à y accéder. Donc il faut bien se rendre compte que nos cadres de pensée, nos concepts, ils dépendent aussi des architectures techniques disponibles, et notamment de celles qui nous permettent de calculer des phénomènes sociaux aussi importants que tous ces phénomènes que j'appelle moi de voisinage, c'est-à-dire le fait qu'on croise des gens, on est au milieu d'une conversation, on suit des gens sur Internet, on fait des choses comme cela. Tout cela, ça donne lieu à des effets d'imitation, comme aurait dit Tarde, mais aussi de propagation de façon plus diverse, qui donnent lieu précisément à des situations conflictuelles et des situations d'influence qui méritent du coup d'être étudiées dans le contexte contemporain. Oui, sur lesquelles on reviendra, mais on va revenir peut-être sur la genèse de l'ouvrage. C'est ça qui est intéressant, c'est en cela que je disais que l'ouvrage n'avait peut-être pas eu le retentissement
retentissement qu'il mérite, parce que ça faisait un petit moment que les gens qui s'intéressaient au numérique attendaient une théorie des propagations, ou en tout cas un élément théorique pour comprendre et saisir ces enjeux, puisque la traçabilité et le suivi existent depuis quelques années maintenant, mais les sciences sociales semblaient avoir délaissé un petit peu cet objet. Pourquoi ? Alors, il faut bien voir qu'il y a il y a deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a un aspect qui est lié au fait que les réseaux sociaux, en particulier, qui génèrent une quantité de traces et font participer un nombre incroyable de personnes, ou tout au moins de comptes, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas que des personnes, donc d'où le problème. Mais tout cela, c'est quelque chose qui a vraiment muté en 2008-2009 avec la monétisation des réseaux sociaux. Et donc, auparavant, on avait cet effet d'interconnaissance qui permettait d'associer à cela des approches de sociologie, un peu de la sociabilité, des groupes d'ados, etc. On avait des choses comme cela qui étaient très intéressantes et justifiées d'ailleurs. Mais à partir de 2008-2009, on a un processus de marchandisation, mais surtout de monétisation de l'audience qui est absolument extraordinaire et qui va faire gagner des fortunes à Google et Meta avec ces différentes plateformes de façon absolument incroyable. Et après, il y en a d'autres qui ont adopté les mêmes principes. Mais si vous voulez, il faut bien voir que c'est à ce moment-là qu'on est passé à un stade industriel, j'allais dire, de captation de l'attention et à une capacité de calcul qui est devenue, qui a justifié d'ailleurs l'acquisition de puissance de calcul énorme et d'algorithmes qui désormais sont alimentés par l'IA, mais qui étaient effectivement déjà un peu une forme d'IA anticipée. Et donc ce contexte-là, il était nouveau et il a fallu attendre cela pour qu'on se rende compte de cela. Pendant ce temps-là, les sciences sociales, effectivement, ont été dans l'attente un petit peu de se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on a continué à faire des études en termes de sociabilité, voire en termes de stratégie d'acteurs pour penser tous ces acteurs-là, ce qui est très légitime. Dans tous les cas, ces approches-là sont légitimes. Ma position a toujours été de dire on ne fait pas table rase, on prend ce qui existe, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas rater la mutation essentielle du point de vue cognitif pour les individus, qui fait qu'on a une attention qui est en permanence sollicitée et qui pousse à la réactivité. Et de l'autre côté, pour les collectifs, où de fait, on a une circulation d'informations et un espace public qui est complètement transformé. Et c'est seulement à partir du moment où on a commencé à essayer de penser l'architecture de tout cela, qu'on commence à essayer, et parce que ça c'est mon influence des Science and Technology Studies, donc l'étude des architectures, ça fait quelque chose, c'est de la médiologie, comme aurait dit Régis Debray, mais c'est ou McLuhan, mais ça fait quelque chose à nos façons de penser, à nos façons d'être en relation et à l'ensemble de l'activité publique qui se passe sur ces réseaux. Alors ça fait quelque chose, les propagations, et c'est une des idées que vous développez et qui, à mon sens, mais vous me dites si je fais fausse route, est un apport majeur à la théorie, c'est le fait que ces idées, ces phénomènes de propagation sont devenus des acteurs à part entière du champ social et qui sont dotés d'un pouvoir d'agir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Et est-ce que vous pouvez expliciter ça aux béotiens que nous sommes ? Alors, c'est effectivement quelque chose qui peut un peu choquer au départ, parce que les gens se disent non, mais vous ne pouvez pas dire qu'un mème, ça agit. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a produit. Ça, c'est pas faux, il y a quelqu'un qui l'a produit. Et donc, il faut analyser aussi cet émetteur. Oui, mais non, c'est parce que c'est quelqu'un aussi qui a choisi de l'interpréter et de le rediffuser. C'est pas faux, il y a une activité du récepteur. Tout cela n'est pas faux. Mais en attendant, il se trouve que dans la fabrique des mèmes et dans l'ensemble de la fabrique, y compris de la désinformation maintenant, on sait très bien que on ne sait plus exactement pourquoi il y a un mème qui marche et l'autre qui ne marche pas. Ouais. Et pourquoi ça ? Parce qu'en réalité, il y a des éléments intrinsèques de chacun des mèmes, donc la composition sémiotique de ces éléments-là joue un rôle que l'on ne connaît pas encore suffisamment, sur lesquels on doit travailler. Alors, il y a une longue tradition de sémiotique qui pourrait nous aider, mais l'analyse est compliqué, surtout qu'il faut le faire dans le temps, parce que ça se transmet et ça se transforme, chose importante. Et alors vous le faites avec un exemple dans l'ouvrage, avec cet exemple qui est encore d'actualité, puisque j'en vois toujours émerger sur un certain nombre de comptes, notamment en provenance des États-Unis. Si vous ne connaissez pas Pepe the Frog, chers auditrices et auditeurs, allez regarder sur votre téléphone ou sur votre desktop à quoi ça ressemble, et vous l'avez sans doute vu passer une fois. Donc moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était donc sur X, sans nul doute, on reviendra à X tout à l'heure, mais vous prenez le temps, dans l'ouvrage, de justement tracer l'histoire de ce mème, et je pense que c'est intéressant de revenir dessus là aujourd'hui au micro pour justement comprendre en quoi, en soi, ce mème a un pouvoir d'agir. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont mes étudiants à qui j'ai fait faire des travaux sur les propagations en quantité, et donc ils vont chercher tout un tas de choses intéressantes, dont celle-là, qui est l'histoire de Pepe the Frog, qui est né d'un cartooniste en 2006,
qui a eu son succès modeste d'une certaine façon, et qui a été petit à petit repris aux États-Unis par l'alt-right, si vous voulez, qui s'en est servi jusqu'à la campagne de 2016 de Trump, où ils ont effectivement transformé Trump en Pepe the Frog. Et donc, c'est devenu un symbole de l'alt-right, alors qu'au départ, c'était pas du tout ça. Alors, le cartooniste, d'ailleurs, n'était pas du tout content. Oui, c'est désolidarisé de l'usage de son œuvre. Mais pendant ce temps-là, au même moment, on peut étudier le fait qu'il a eu une bifurcation, une mutation, un variant, qui est effectivement une version chinoise, où au début, c'était surtout une utilisation destinée à montrer la plainte du peuple chinois contre le gouvernement, et notamment de Xi Jinping, effectivement, à un moment quand il est arrivé au pouvoir, et donc il pleurait. Donc la grenouille pleurait. Et puis en réalité, il a eu une seconde vie, c'est-à-dire qu'il a été repris par les manifestants d'Hong Kong comme un signe de manifestation, de protestation, j'allais dire, collective, avec les conséquences que l'on sait, puisque cette manifestation, ces protestations ont été réprimées sévèrement et Hong Kong a été totalement annexé. Et donc ce symbole-là a été montré dans les manifestations. Donc il y avait un effet de ralliement autour d'un mème qui est ambigu, on voit bien, qui a une polysémie qui précisément permet sa réutilisation, mais qui en même temps fédère l'attention assez facilement et parce qu'il est simple, peut se propager beaucoup. Donc pour moi, c'était un cas emblématique justement de la puissance d'agir de ces mèmes parce qu'ils attirent l'attention. Et évidemment, avec des erreurs d'interprétation, l'erreur fait partie du jeu, de la mutation, y compris en épidémiologie. Et donc, à partir de ce moment-là, on a vraiment quelque chose qui nous transforme, parce que ce seul point de ralliement focalise l'attention de ceux qui les regardent et les fait éventuellement réagir. Donc, admettre qu'ils ont un pouvoir d'agir, c'est pas tout d'un coup devenir animiste, mais c'est en même temps admettre que des créations humaines, à l'origine bien entendu, finissent par prendre leur autonomie. Et donc on ne peut pas contrôler ça, ce qui va être très important dans toute théorie des propagations, parce que ceux qui croient qu'ils peuvent tout manipuler se trompent lourdement. On ne contrôle pas les propagations. Exactement. Alors ça, c'est une leçon très importante du professeur Dominique Boulier, c'est qu'on ne peut pas contrôler les propagations. Tous les spin doctors et autres agents d'influence peuvent participer ou tenter de les contrôler, mais on ne contrôle pas. C'est en cela que cette notion de pouvoir d'agir est aussi intéressante. Oui, tout à fait, parce que ça restitue la complexité de notre existence sociale, où ce ne sont pas seulement ce que nous héritons, nos héritages qui nous agissent, et en l'occurrence, nous sommes agis par notre condition sociale d'origine. Bah oui, on ne peut pas changer ça tout d'un coup par un coup de baguette magique, mais ce ne sont pas non plus les moments de décision que l'on prend, où nous avons des moments, des préférences où les affirmons, ça existe aussi, mais il y a aussi des moments où on traverse des milieux. On vit avec des voisins, avec des collègues, avec un milieu médiatique, devant la télé, devant nos réseaux sociaux. Et là, c'est là où ça change tout. C'est qu'avec les plateformes numériques, nous avons des milliards de voisins, j'allais dire potentiels, qui font que nous sommes dans une relation horizontale de gens dont nous ne connaissons rien et qui pourtant vont traverser notre espace attentionnel. Et à ce moment-là, on ne peut pas faire, on ne connaît pas leur nom, mais on ne va même pas s'y intéresser éventuellement. Mais l'image qu'ils auront publiée, parce que l'image animée notamment est devenue prépondérante, mais avant ça pouvait être un slogan, eh bien ces termes-là sont affichés et suffisent à toucher un très bas niveau d'attention, même quelquefois sans que vous vous en rendiez compte, et ils se mémorisent et précisément ils vont vous faire réagir la seconde fois ou la troisième fois, peut-être pas immédiatement. Ouais, c'est extrêmement intéressant et c'est passionnant en vous écoutant et en même temps en vous le lisant. Vous empruntez à différents champs pour étudier les propagations. Vous avez mentionné la sémiotique, mais vous partez aussi de la biologie. Vous parliez de variants, donc d'épidémiologie. Vous évoquez la façon dont c'est diffusé, notamment le virus du sida dans l'ouvrage. Et puis vous empruntez aussi à la théorie de l'évolution de Darwin pour décrire les propagations. J'encourage nos lectrices et lecteurs à plonger dans le livre. Je voulais juste revenir avec vous sur le cas emblématique de Twitter. Vous avez une punchline pour parler de Twitter, alors X maintenant, mais bon, essayons de continuer à parler de Twitter. On a connu plus longtemps sous la dénomination Twitter que X. En tout cas, vous qualifiez ce réseau social de drosophile des sciences sociales des propagations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et en quoi c'est intéressant d'observer justement Twitter? Alors, la drosophile est un cas extrêmement intéressant du point de vue de la démarche scientifique, la démarche expérimentale. C'est-à-dire que c'est une mouche à vinaigre, dans le terme vulgaire, si vous voulez, et qui donc existe par des millions d'exemplaires. Donc, on n'a pas trop de préoccupations en termes de droits des animaux, malheureusement. Donc, on peut les manipuler ou les tester tout un tas de choses et elles meurent à la fin. Oui, c'est vrai, souvent. Mais il n'empêche que ces mouches à vinaigre-là nous donnent la possibilité de tester
des hypothèses sur le gène. Et c'est ce qui est incroyable, c'est qu'on a quand même de toute façon une parenté, y compris avec ces mouches à vinaigre, dans nos propres systèmes génétiques, dans notre propre configuration génétique humaine, Dans nos codes, dans nos codes génétiques, qui nous permet effectivement de valider certaines hypothèses. Alors évidemment, après, vous me dites, ça n'a aucun rapport. Mais il y a plein d'autres choses qui varient. Mais au moins sur ces éléments-là, on a pu tester beaucoup de choses. Et c'est ça qui est intéressant avec Twitter, c'est que moi j'ai toujours dit, Twitter, ne vous en servez pas pour comprendre l'opinion. L'opinion, ça se mesure avec les sondages. Il y a des règles. C'est y compris biaisé, je suis d'accord, mais on arrive petit à petit à apprendre de tout cela et on a un univers qui est à peu près contrôlé et on sait de quoi on parle. C'est-à-dire que ce sont des opinions produites par des enquêtes pour des sondages avec des critères d'échantillonnage, etc. Et on peut revenir à la méthodologie, la Exactement, critiquer, exactement. la déconstruire. Donc voilà, sur Twitter, comme sur les autres réseaux sociaux, vous avez des expressions libres qui interviennent comme ça, mais qui sont libres, mais en même temps formatées par la plateforme. C'est-à-dire que si vous êtes sur un microblogging, comme Twitter s'appelait au début, eh bien évidemment, c'est quelque chose qui vous pousse à faire, à 140 caractères ou 280 après, ça vous pousse à vous exprimer avec des punchlines, j'allais dire. Complètement. Et donc, moi j'ai toujours été dubitatif sur l'intérêt dans l'espace public d'avoir du microblogging. Pas Twitter, ni X même, dès le départ, le principe même. Mais disons qu'on l'a. Eh bien, c'est un terrain absolument parfait pour mesurer la viralité. Parce que précisément, cette plateforme a été conçue pour ça. C'est-à-dire que vous pouvez... L'invention du bouton retweet était magique, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus que c'était le minimum d'affordance, comme on dit. Il suffisait d'appuyer pour que ça se reproduise. Alors, affordance, peut-être préciser pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une affordance. Alors, c'est un design d'un dispositif technique et cognitif qui vous permet d'agir, qui vous permet de, qui vous permet de. Alors, est-ce que ça contraint? Est-ce que ça propose? Alors, il y a une discussion, justement, c'est ça qui est intéressant. Jusqu'où ça vous met dans des rails, ou au contraire, est-ce que c'est juste une possibilité? Mais en attendant, vous avez cette possibilité. Et évidemment, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, les utilisateurs l'ont utilisé massivement, et ça a engendré une machine virale qui est absolument extraordinaire. Avant même que Musk la rachète, qui a tout détruit dans l'affaire, et puis qui, effectivement, est incapable d'en faire quoi que ce soit maintenant sur le plan méthodologique, parce qu'il y a tellement de robots et tellement de contrôle et d'intervention éditoriale qu'on ne sait plus ce qu'on mesure. Mais avant même, c'était déjà un problème, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, c'est pas Musk qui a tordu le système, il l'a tordu complètement, c'est vrai. Mais avant, on avait aussi un problème. Mais avec tous les biais qu'il avait, on pouvait s'en servir, quand on nous donnait accès en tant que chercheur, on pouvait s'en servir pour tester un certain nombre de choses. Et donc, les data scientists se sont régalés sur Twitter, tous les travaux qui ont été faits, il y en a énormément pour observer des cascades, pour observer effectivement des formes de réseaux. Et vous aussi, ça vous a aidé dans l'établissement de votre théorie des propagations, d'avoir accès à ces données ou de regarder un peu ce que les data scientists en faisaient Oui, parce que l'intérêt, c'est que justement, on pouvait observer sur les mêmes thèmes, par exemple, quand on fait une analyse de réseau et de débat public ou de choses comme cela, comme on faisait au Media Lab, eh bien, on décrit à ce moment-là des domaines et des mots-clés, etc. Mais là, on a des hashtags qui ne sont pas tout à fait la même chose que des mots-clés, et qui en plus sont exprimés dans certains tweets qui vont devenir, eux, viraux, et pas tous. Et donc, on a la possibilité de faire des démarches de comparaison. Et donc là, on a un système qui potentiellement nous permet de mener des expériences in vivo, ce qui est quand même très rare, avec tous les limites. Alors attention, tout de suite, c'est extrêmement... On ne mesure pas de l'opinion, encore une fois. Ce qu'on mesure là, on mesure en revanche des patterns, comme on dit, des prototypes de propagation. Et là, on peut les comparer, même si c'est sur des sujets sans intérêt, je veux dire, sur la mode de ceci, de là, sur la musique d'un tel, etc. On peut y aller, c'est pas grave. Par contre, les patterns, eux, ils sont intéressants à détecter et on apprend avec ça. C'était l'idée. Alors le problème, vous voyez bien que j'ai un gros problème. C'est-à-dire, je fais un chapitre entier dans le bouquin qui dit, avec Twitter, on a une clé d'entrée là-dedans. Je le publie en début 2023, et je vois bien que Musk a racheté en octobre Twitter. Donc je fais une note en disant on ne sait pas ce que ça va devenir. Eh bien, c'est devenu le pire que ça pouvait être, si vous voulez. Et donc, mon chapitre ne sert plus à rien, d'une certaine façon. Je me tire dans le pied. Mais il n'empêche que la méthode peut être reproduite avec d'autres types de réseaux sociaux, avec d'autres conditions. Et on travaille actuellement, effectivement, à essayer d'étendre ça, même que ce soit sur Reddit, mais qui est aussi en train de fermer ses API, etc. Donc, il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles on peut quand même tester ça pour essayer de formaliser. Il faut arriver à une forme où on puisse profiter de cette traçabilité-là
non pas pour rendre compte de l'opinion et de son évolution. Ou pour Elle est pas là-dessus. éventuellement la manipuler, puisque c'est Éventuellement, aussi ça on qu'on va y peut vous venir, opposer. effectivement. Mais au moins pour comprendre les processus de propagation et le fait qu'il y a certains formats qui passent, d'autres ou pas, et à partir de voir comment il y a des transformations et des mutations. Ça, c'est intéressant. Et après, effectivement, on pourra, une fois qu'on est équipé de concepts et de dispositifs techniques pour les mesurer, on peut espérer les transposer dans des situations de crise ou dans des situations opérationnelles. Ça, c'est toujours mon objectif, ça, je n'ai jamais renié ça. Mais auparavant, il faut s'équiper un peu intellectuellement. Bien on sûr. ne plonge pas dans le bain sans avoir un minimum de connaissances de ce bain et des méthodes pour y accéder. Alors c'est intéressant que vous parliez de bain, puisque ce que vous dites aussi dans l'ouvrage et qui paraît, quand on le lit, finalement assez évident, mais qui prend du temps à conceptualiser en réalité, c'est que en fait, la diffusion des propagations dépend du milieu dans lequel elle s'effectue. C'est-à-dire que ce que vous avez conclu sur Twitter de l'époque ne vaut plus, comme vous le disiez, sur X de maintenant. Si on fait cet exercice-là sur TikTok, on n'aura peut-être pas forcément, alors à vous de me le dire, les mêmes mécaniques de propagation et la même façon de diffuser, par voisinage ou non, ces messages, ces mèmes ou ces informations. Vous employez le terme de milieu pour qualifier ça. Est-ce que le milieu fait le message? Est-ce que le milieu fait la propagation du message? Alors ça fait partie justement du travail à faire, c'est-à-dire de comparer dans des environnements différents, avec des algorithmes différents qui captent l'attention de façon différente. Avec chez X, c'est effectivement avant tout pour vous faire réagir. Donc on va mettre en avant ce qui est provoquant et qui suscite des émotions, etc. Chez TikTok, il y a un effet beaucoup plus important que sur la durée. C'est-à-dire qu'on essaye de répéter et de vous capter dans la durée. Donc ce n'est pas exactement les mêmes algorithmes. Et du coup, on peut voir, sur un même thème, vous pouvez voir comment certains variants du même thème, fonctionne ou pas. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a effectivement à l'intérieur même de ce milieu-là, vous avez aussi des variants, etc. Donc il y a une multiple comparaison et la comparaison est absolument clé dans cette affaire. Donc on ne peut pas oublier le milieu. Mais il s'agit bien de tester à milieu identique certains types de variants et leur propagation et en même temps de voir si on peut détecter précisément des propriétés spécifiques qui font qu'on a des types de vidéos. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les mèmes. Effectivement, il y a un certain principe de visualisation des mèmes qui fait qu'on s'acculture, j'allais dire, tout un public, et on voit comment le mème lui-même, le principe même, c'est de jouer sur la photo ou sur la légende, et puis de combiner tout cela, et à partir de là, vous avez le plaisir de jouir de ces variations-là, et des malentendus, et d'une connivence avec le lecteur, etc., mais vous avez la possibilité de tester justement ce qui performe, ce qui dure, ou au contraire ce qui fait flop, ou peut-être qui fait flop à un moment et qui va redécoller à un autre moment. Parce que vous voyez, c'est quand même très évolutif, donc il faut une séquence temporelle assez longue. C'est extrêmement intéressant, notamment parce que la question qu'on se pose, on est dans le podcast qui décode la guerre informationnelle, donc la question qu'on se pose depuis même l'épisode 1, c'est de savoir si justement ces narratifs qu'on nous pousse, ces idées, cette pollution de l'espace public par notamment un certain nombre d'idées qu'on pourrait qualifier d'illibérales, provient du milieu même, ou si, c'est la question évidemment de l'œuf ou la poule, ou si elles existeraient sans ces capacités de diffusion que leur donnent les réseaux sociaux. On se posait la question avec Olivier Tesquet dans le premier épisode, et Anastasia Hadjadji, en convoquant notamment Bruno Latour, que je sais cher à vos yeux, avec qui vous avez travaillé, pour qui notamment une idée, la diffusion d'une idée dépend du milieu dans laquelle elle naît. Ma question en fait assez simplement, c'est est-ce qu'on en serait où on en est politiquement à l'heure actuelle avec la montée des régimes et des idées libérales sans les réseaux sociaux dont on parle depuis tout à l'heure? Je pense qu'il y a bien d'autres facteurs que le format des réseaux, etc. Ça, c'est clair, il y a une difficulté des démocraties à affronter différents types qu'on va appeler globalement de fascisme, puisque Olivier Tesquet, sa collègue, appelle ça effectivement aussi technofascisme. Mais donc, pour rester vague, parce que ça reste encore vague, mais il n'empêche que il y a tellement d'autres facteurs qu'il ne s'agit pas de les réduire à ça. Sauf que la dimension médiatique comporte ses propres effets et elle comporte sa propre puissance d'agir, justement, qu'il faut bien délimiter. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a des variations très intéressantes à observer entre les différentes plateformes. Et les propagandistes eux-mêmes l'ont très bien compris, parce que les propagandistes ne font plus de la propagande. Ils font de la propagation, eux aussi. C'est-à-dire
qu'ils lancent plusieurs variants. Ils ne font plus un message qu'il faudrait reproduire et qu'il faudrait convaincre, etc. David Colomb aussi en parle très bien, évidemment, mais on a bien compris maintenant qu'en réalité, y compris quand ils créaient l'Internet Research Agency avec Prigogine, etc., leur idée, c'était pas tellement de convaincre de l'idéal du régime poutinien. Pas du tout. On n'est pas sur modèle contre modèle, quoi. Exactement. L'idée, c'est quand même plutôt, à la mode d'Aaron Pauli, qui est très bonne, c'est-à-dire du fil de fer, c'est-à-dire je déstabilise l'adversaire en lui tordant d'un côté, tordant de l'autre, et au bout d'un moment, ça va casser. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire on tord d'un côté, on tord de l'autre, et on génère de la conflictualité. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on balance une quantité de variants dont on ne sait pas les effets, parce que ça, ils savent bien qu'on ne peut pas les contrôler. Mais on les balance, et puis, comme on a des puissances informatiques de calcul importantes et de diffusion importantes, on verra bien. Il y en a dans le paquet qui vont marcher. Qui vont prendre. Et donc, c'est exactement ce qui se passe avec les virus, je veux dire, de ce point de vue-là. Et à partir de là, vous en avez un qui pénètre précisément parce qu'il va être en fitness, il va avoir la meilleure fitness avec le milieu et le moment, parce que le milieu, c'est pas seulement un espace ou une population, c'est aussi un moment, donc de fragilité, donc de susceptibilité, comme on dit en épidémiologie. Et à ce moment-là, tac, vous pénétrez les enveloppes, pour reprendre de la terminologie virale, et à ce moment-là, vous pénétrez les enveloppes, et c'est bon, ça va se diffuser. Ça se diffuse. Mais ça, vous ne le savez pas, personne ne le sait. Et donc, ils ont appris ça de ce fait, et alors ils balancent quantité de variants dans tous les sens, et à ce moment-là, vous passez votre temps à vous battre contre des ondes, parce qu'à un moment, vous vous dites, c'est celui-là, je sais l'émetteur, oui, mais c'est déjà parti ailleurs, sous d'autres formats. C'est le même thématique, c'est même quelquefois les mêmes images ou les mêmes thèmes, etc. Mais en réalité, légèrement différents. Et il va se trouver que c'est ceux-là qui vont parvenir à pénétrer les défenses immunitaires du système informationnel et cognitif collectif. Quoi. Donc on entend bien dans ce que vous dites, et c'est absolument fascinant comment la théorie des propagations peut nous aider justement, en empruntant aussi au vocabulaire et à l'imagerie épidémiologique, à comprendre les phénomènes qu'on appelle encore parfois fake news, bien que le terme ait été rapatrié par Trump pour un usage... genre de retournement du stigmate. Et je parlais de pollution de l'espace public tout à l'heure. Parlez-vous d'une dégénérescence quand même de l'espace public due à ce que vous qualifiez de réchauffement médiatique collectif et à une forme de tyrannie du buzz. Quels sont pour vous les effets concrets de cette accélération du rythme et du formatage des messages sur la qualité du débat démocratique ? Et question subsidiaire, vous mentionnez l'écosystème médiatique au sens des médias dits traditionnels. Est-ce que finalement tout ce dont on parle est également lié à l'écosystème de médias traditionnels ? Alors, il est clair que justement, il faut ne pas se limiter à l'émetteur d'un côté ou au récepteur de l'autre, et même pas seulement aux infrastructures que je viens d'évoquer, et pas seulement aux messages. Oui. L'infrastructure devient clé, et l'infrastructure, c'est ça qui est difficile du point de vue de la compréhension, de se dire que oui, mais moi j'ai quand même des discussions intéressantes, et même si c'est conflictuel, j'ai des discussions intéressantes sur X, etc. Mais le problème, il est surtout que vous avez des discussions à un rythme et avec une réactivité qui ne peut pas donner lieu à une élaboration argumentative et à une contribution, j'allais dire, de connaissances collectives, etc. Donc, vous êtes dans la réaction, contre-réaction, réaction contre réaction, etc. Et donc, votre formatage de votre réaction, du message que vous envoyez, et du coup de votre propre connaissance du problème, elle est complètement, tordue, j'allais dire, organisée par le rythme. Le rythme est absolument clé. Et la vitesse de réactivité qui est encouragée, parce qu'on a des scores, des vanity metrics, et on dit voilà, et on a tant de gens qui vous propagent, qui vous répliquent. Génial, mon score monte, et puis j'ai fait tant de vues, et j'ai tant de followers, des statistiques, et des choses qui sont totalement trafiquées, puisqu'on sait bien qu'il y a des robots en quantité dans l'affaire, mais c'est pas grave, ça donne de la récompense, si vous voulez, psychiquement tout à fait élémentaire, qui fait que vous continuez à penser que vous êtes acteur de ce système-là. Or, vous n'êtes plus acteur. Vous êtes dans la mécanique virale et vous contribuez à cette viralité-là. Et à partir de ce moment-là, il y a un dommage général sur l'espace public, parce que dans un débat public, il faut le rappeler, il faut du temps pour développer un argument, pour développer un contre-argument, pour essayer d'entendre ce qui est dit de l'autre.
Oui, je suis dans un monde totalement utopique, je l'admets. Est-ce qu'il a existé déjà, le monde que vous décrivez? Ce n'est pas sûr. Je suis pas, justement, j'ai toujours été critique d'Habermas, qui avait présenté ça comme effectivement l'espace public avec une capacité de délibération des individus conscients et autonomes. Il y avait un côté presque utopique dans Exactement. la façon dont Et donc, moi, je me disais, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dès le départ, dès 85, j'avais publié un bouquin où je discutais de toutes les thèses de Habermas là-dessus. Et je travaillais sur la Citizen Band, si certains voient encore ce que c'est. Là, il va falloir préciser. Voilà, c'est effectivement les émissions radio qu'on avait quand on était dans un camion ou dans une voiture. La fameuse CB. La CB, voilà. Bon, eh bien, on voyait ça déjà. Et j'avais appelé ça, d'ailleurs, connecter n'est pas institué. C'est-à-dire que quand vous mettez les gens en relation, s'il n'y a pas des règles qui pilotent tout ça, eh bien, ça devient la guerre de tous contre tous très, très vite. Et c'était le cas sur la CB. On est en train de revivre exactement la même chose, là, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il vous faut des règles, des principes, et notamment un ralentissement de tout cela, parce que sinon, effectivement, vous êtes soumis à la pression qui vous fait quoi? Qui vous fait, j'appelle ça dans le bouquin que j'ai écrit, qui va sortir, là, qui s'appelle « Déshumanités numériques », eh ben, j'appelle ça effectivement l'immédiateté pulsionnelle. C'est-à-dire, vous êtes à ce rythme l'immédiateté, c'est-à-dire que ça vous fait réagir, et vous pouvez toujours réagir, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de le faire, mais vous n'êtes pas obligé de l'exprimer, et vous n'êtes pas obligé d'en publier quelque chose, et à ce moment-là, vous vous retrouvez à être un contributeur à l'augmentation de la tension pulsionnelle, de ce réchauffement médiatique, parce que le problème, c'est que ça ne s'est pas limité à des petits groupes de copains ou de fanatiques, ça s'est étendu à tout le monde, d'une part, et y compris au personnel politique, et y compris aux médias, aux mass médias. Et donc, tout le monde commence à vivre avec les trending topics de Twitter, qui servent d'indicateur. Et vous voyez, cette contagion, alors là, on a un phénomène de propagation aussi, qui est très difficile à percevoir, parce que c'est le rythme lui-même. Donc, on ne s'en rend pas compte. On se dit, mais on a l'impression d'être vivant, quoi, d'être dedans, d'être au cœur de l'actualité. Voilà, exactement. Mais le problème, c'est que c'est là où on perd notre âme, j'allais dire, ou surtout notre esprit critique, parce que vous ne pouvez pas prendre le temps. Vous renvoyez, vous balancez une balle, et tac, il faut la renvoyer aussitôt. Et bien, à partir de là, on a tout un effondrement de l'espace public. C'est pour ça que je parle de dégénérescence, qui n'est pas, délibérée. On ne peut pas dire que ça a été délibéré. Il faut le rappeler quand même, parce que là, on n'en a pas encore parlé. Mais c'est pour des raisons publicitaires que tout cela a été mis en place. Vous l'avez évoqué, effectivement, c'est tout à l'heure. C'est très, très important. C'est pour des raisons publicitaires et avec des mécanismes de récompense qui empruntent d'ailleurs aux mécaniques de récompense qu'on voit dans les casinos. Hein. Les gens qui travaillaient sur ces algorithmes-là étaient inspirés par ça. Donc, la question qui se pose, et c'était quand vous développiez votre propos, je me disais, donc soit on est en réaction, on est réactionnaire, donc on est en réaction à ce qui est diffusé, soit on joue le jeu des plateformes pour occuper le terrain. Hein. C'était les deux alternatives. Il y en a une autre d'alternative, et peut-être que c'est maintenant, avec un certain nombre d'années d'expérience des réseaux sociaux qu'on peut peut-être l'évoquer, c'est celle du retrait. Est-ce que, à titre individuel, et puis ensuite on verra comment on met en place ou pas des mécaniques de gouvernance collective, mais à titre individuel, comment on peut se positionner par rapport à ça, si tant est qu'on ait envie d'intervenir dans le débat public tel qu'il est constitué à l'heure actuelle? Je pense il y a des tentatives qui sont faites, par exemple, de déconnexion, tout ce qu'on a appelé la déconnexion. Mais alors, c'était des déconnexions, on fait ça le week-end, ou bien on fait ça pendant les vacances, etc. Et puis, il y avait un côté un peu New Age là-dedans. New Age, etc. Mais quand on revient, on est à fond dans le même système, quoi, hein. Donc, au bout du compte, on n'a pas gagné grand-chose, si vous voulez. Hein. Cela dit, ça permet de reconstituer. Peut-être ça me donne envie de se dire, mais je pourrais mener une autre vie. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. C'est même rarement le cas. En revanche, on peut commencer aussi à sélectionner ces réseaux. Parce qu'il y a quand même des réseaux différents qui n'ont pas cette logique de viralité, comme Mastodon, par exemple. Et donc, à ce moment-là, si on a besoin d'être dans ces systèmes-là, si on juge ça utile pour sa propre connaissance et son activité professionnelle ou intellectuelle, etc., ou son plaisir de conversation, etc., eh bien, on peut très bien choisir aussi ces réseaux. Évidemment, on va perdre quelque chose. Oui, on va perdre l'adrénaline de la conflictualité, on va perdre la visibilité, les récompenses, la dopamine du fait d'être soi-même visible et de voir des vanity metrics, etc., parce qu'il n'y a pas de vanity metrics chez Mastodon. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez dans des situations de frustration. Mais le problème, c'est qu'il faut l'accepter. Moi, je l'ai fait et j'ai quitté tout Meta. L'écosystème de sur le coup, effectivement, ça m'a fait drôle parce que j'ai perdu des copains, qui étaient des copains en ligne peut-être, mais des fois c'était des copains que j'avais vus aussi à une époque. Bon, au bout d'un moment, on se dit, je ne sais même plus comment le connecter, lui, comment me mettre en relation avec lui. Mais c'est pas grave, parce que le problème, c'est que pendant que vous étiez en discussion avec vos amis, qui pouvaient être du coup un lien d'interconnaissance, mais ça se limite à 150, 200 personnes. Vous n'interconnaissez pas
plus de 200 personnes. C'est pas possible. C'est impossible. Humainement impossible. Donc, le problème, c'est que si vous basculez dans autre chose, eh bien, vous êtes soumis à une avalanche d'informations et de trucs tout aussi attirants par la violence, par le sexisme, etc. Et alors là, toi, vous scrollez, puis vous vous retrouvez embarqué, on le sent tous, on a eu cette expérience-là, en disant, mais qu'est-ce que je fais là ? Ça fait une demi-heure que je suis là-dessus, et j'ai rien fait, moi, pendant ce temps-là. Et ben voilà, cette perte de temps, là, je peux vous dire que j'ai gagné un temps fou et une salubrité mentale que je ne m'étais pas rendu compte, même que je la perdais. Oui, c'est effectivement une expérience intéressante du chercheur que vous êtes qui expérimente en son fort intérieur l'impact de ce qu'il étudie et de ce qu'il décrit. On a peu d'années finalement de recul sur l'usage, sur nos usages individuels, mais nos usages collectifs et l'impact que ça a des réseaux sociaux et des mécanismes de propagation. Est-ce que finalement, on ne serait pas en train, alors c'est mon côté optimiste qui parle là, mais est-ce que finalement, on ne serait pas en train collectivement d'arriver à l'âge adulte de l'usage des réseaux sociaux, non pas de leur algorithmie et de leur structure et de leur architecture, mais en tout cas de l'usage et d'un rapport peut-être un peu plus apaisé à ça. Je me rappelle peut-être des débats sur l'arrivée de la télévision dans les foyers qui suscitaient un certain nombre d'interrogations et puis les gens plongeaient dedans directement. Est-ce qu'on peut se dire que potentiellement on va, en tant que société, collectivement, prendre un peu de recul par rapport à tout ça, ou est-ce que c'est trop optimiste ? Alors, dans l'époque des masses médias, vous voyez bien, il y a eu toute une époque où il y avait un média public, dans tous les pays européens et la plupart des pays autrement, c'est un média officiel, etc. Donc, il a fallu attendre les années 80 pour qu'il y ait de la dérégulation, qu'il y ait plusieurs médias, etc. Et donc, vous aviez du choix. Parce que la question, et là, elle est essentielle, c'est-à-dire, est-ce qu'on a du choix ? Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas les réseaux sociaux tels qu'ils sont, organisés par les firmes et les plateformes que j'appelle du capitalisme financier numérique. Elles ont des intérêts financiers et à capter notre attention, à capter nos données, etc., qui sont massives. Mais on n'est pas obligé de rester dans ces rails-là. Il y a plein d'autres gens qui font d'autres choses très intéressantes. Absolument. Et donc, il s'agit, du point de vue y compris des pouvoirs publics, il s'agirait de montrer qu'il y a d'autres possibilités. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas dans le tout ou rien ou dans la frustration absolue, mais vous êtes dans la possibilité d'ouverture à un choix organisé, appuyé par des communautés, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des gens qui existent. Alors, c'est très difficile d'amorcer un nouveau réseau social, hein. L'amorçage, c'est très, très compliqué. Donc, c'est pour ça que les gens veulent partir avec tous leurs amis. C'est pour ça que l'initiative de David Chavalarias et des autres, effectivement, de transporter de ce transfert de données, etc., est très important. Qui proposait aux abonnés de Twitter de partir avec voilà. leurs abonnés vers d'autres réseaux sociaux. Et donc, sociaux. c'est très important parce que vous dites, mais je peux être un saint qui soit complètement immune à l'influence des plateformes, mais si je me retrouve tout seul, j'ai tout perdu. Donc, vous voyez un petit peu ce type de prérequis que les États sont les seuls à pouvoir imposer s'il y a une volonté politique et surtout s'il y a une conscience du risque qu'il y a. Or, on connaît depuis 15 ans, on sait que ces plateformes ont complètement muté pour des raisons publicitaires, encore une fois, et de revenus, et donc sont devenues nocives pour des personnalités particulières. Ça a été les cas des Facebook Files, où on a montré des Facebook Papers, où on a montré avec Frances Haugen à quel point des personnalités fragiles étaient affectées par tous les algos, les filtres et tout ce qu'on veut de Instagram, par exemple. Notamment. Donc voilà, toutes ces choses-là, on le sait, et il ne s'est rien passé réellement. C'est quand même un peu grave, quoi. Alors maintenant, ça y est, ça commence à s'agiter. On essaye de faire des mesures, mais on ne prend pas en compte encore le fait qu'on a affaire à des gigantesques plateformes d'une puissance financière et de lobby incroyable, et donc il ne faut pas hésiter à être extrêmement sévère là-dessus, parce que dans tous les cas, même avec les amendes de 3 à 10 millions, Français s'en sortent sans problème, et donc il s'agit bien d'avoir une vraie volonté politique et de rentrer dans la technique, c'est-à-dire de dire il faut réguler le rythme notamment. Mais alors justement, rentrer dans la technique et faire la pédagogie de la technique auprès des pouvoirs publics, je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez mené tout au long de votre carrière et que vous continuez à mener. Comment on arrive à faire en sorte, parce que vous dites ça fait 15 ans qu'on le sait, d'accord, mais le temps que les pouvoirs publics se rendent compte, que les gouvernements prennent la mesure de la chose et puis ensuite qu'ils décident ou non d'agir, la science en attendant fait, les sciences sociales que vous représentez aujourd'hui à ce micro font des progrès, mais comment on arrive à prouver aux décideurs qu'il est nécessaire d'y aller ? Quelles sont les méthodes qu'on met en place pour les convaincre ? Le problème, c'est surtout de se désintoxiquer du modèle libéral, de la concurrence libre et parfaite, comme on disait au temps du traité constitutionnel, donc, qui en fait n'existe pas pour ces plateformes. Il ne faut pas oublier que ces plateformes sont sous inspiration libertarienne, dont Peter Thiel a fait l'apologie du monopole. Le seul but, c'est le monopole.
On dit, mais non, mais ça, c'est pas la libre concurrence. Eh bien non, ils sont dans un autre monde. Donc, il ne faut pas espérer qu'ils vont jouer le jeu de la concurrence, puisque précisément, leur but, et pour leurs actionnaires et pour l'ensemble des investisseurs, c'est très important, une promesse de monopole. Donc, c'est cela qu'il faut prendre en compte déjà. Donc, se dire, ne perdons pas notre temps à ça, et ne perdons pas notre temps à leur demander des due diligence et d'avoir des obligations de compte rendu, etc. Ça ne sert à rien. Donc, ça veut dire qu'il faut profiter des occasions où ils sont en faute, ce qui a été fait dans certains pays à propos de TikTok ou des choses comme ça. Alors, TikTok, ça va parce que c'est chinois. Alors, allons-y, là, on se jette dessus. Mais le problème, c'est qu'on a les mêmes problèmes avec les plateformes américaines. Bien sûr. Et ça serait les mêmes problèmes si c'était des plateformes européennes. C'est pas le problème. C'est que leur toute-puissance et leur côté nocif doit entraîner des réactions légales très encadrées et qui génèrent un corpus de lois qui soit spécifique en comprenant que ces plateformes-là ont abusé d'un élément de la loi qui est très important, c'est la section 230 du Decency Act américain, qui a été étendu en Europe, qui consiste à dire nous ne sommes que des plateformes des hébergeurs. Des hébergeurs. Nous sommes des hébergeurs et pas du tout des éditeurs. Ce qui est faux. Là, on l'a vu, au moins, on a vu ça avec Musk, c'était utile. On s'est rendu compte qu'il était éditeur, qu'il l'assumait complètement. Eh bien, ils sont tous comme ça. Alors, même si certains vous assurent que l'algorithme de X ne promeut pas les discours, les messages portés par Elon Musk. Il y a encore des gens pour penser ça. Ah oui, alors là, il faudra se lever de bonne heure quand même, parce qu'on a quand même montré l'amplification extraordinaire de toutes les publications de Musk sur son réseau, effectivement. Et donc là, le problème, c'est ça, c'est de dire, on doit être capable, c'est la proposition que je fais, c'est de dire que tous les grands réseaux sociaux qui diffusent en réalité souvent des médias d'ailleurs, parce qu'ils reproduisent des médias, y compris en pillant les contenus, sans payer personne, même s'ils font des accords un peu en donnant l'aumône, j'allais dire, aux médias. En réalité, tous ces réseaux-là deviennent des médias. Et donc, sur les mêmes principes que les masses médias. C'est pas parfait, la régulation des masses médias, c'est pas parfait leur mesure d'audience, etc. Mais au moins, ça existe. Et c'est explicite. Donc, à partir de ce moment-là, il faut au moins qu'ils aient cela. Et donc, qu'ils soient dans cette situation-là. Tous les autres réseaux qui veulent jouer la carte du réseau social et donc de l'interconnaissance, à ce moment-là, il faut qu'ils changent, qu'ils assument d'être là. Et à ce moment-là, il n'y a plus de mécanisme de viralité, il y a une limitation des groupes, etc. Et il y a des messageries qui jouent sur les deux. C'est-à-dire que vous avez une messagerie comme WhatsApp ou bien Telegram aussi, qui en réalité sont devenus tellement... Ils disent que c'est de la proximité, etc. Puis en réalité, les groupes sont devenus tellement gros qu'on appelle ça des channels, des chaînes. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut leur dire, non, vous devenez des médias aussi. Et si vous ne cassez pas cette mécanique-là, vous allez être soumis au même contrôle. Alors on va dire, oui, mais ça veut dire qu'il va falloir qu'ils censurent parce qu'ils auront une ligne éditoriale. Mais c'est déjà ce qu'ils font. Donc arrêtons de nous cacher derrière ça et disons, oui, ils le font. La question, pour ne pas que la liberté d'expression ne soit pas mise en cause, c'est le pluralisme. Tant qu'on continue à avoir d'autres endroits où adopter d'autres lignes éditoriales, c'est comme pour la presse ou les médias de masse, eh bien à ce moment-là, c'est bon. Et chacun fera son choix. Exactement. Voilà. Donc on n'est pas en situation de monopole. Alors quand je vous écoute, je repense à la fameuse phrase d'Émile Durkheim, la sociologie vaut pas une heure de peine si elle ne devait avoir qu'un intérêt spéculatif, puisque vous êtes bien ancré dans la société et dans l'action, quand on vous entend en tout cas. Dans l'ouvrage, à un moment donné, face à la propagation rapide et complexe, on va rester sur la notion de gouvernance de ces propagations, mais vous suggérez justement concrètement, comment on fait concrètement, vous suggérez une veille permanente et fine, au grain fin, dites-vous, plutôt que des interventions après coup. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Comment on pourrait faire ? Quelle industrie, j'allais dire, industrie pourrait se mettre en place, secteur économique pourrait se mettre en place pour dire, OK, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va veiller au grain, sans mauvais jeu de mots, des propagations, et on va intervenir a priori, a posteriori, en debunking, en pre-bunking, pour justement éviter les propagations à l'heure qu'il est, sans pour autant aller jusqu'à demander aux plateformes d'arrêter de jouer sur les vanity metrics ou sur la rapidité de diffusion des messages. Alors, sur ce point-là, moi, j'ai évolué parce qu'on a travaillé avec d'autres collègues et notamment, on a organisé un colloque à Cerisy au mois de juillet avec des épidémiologistes aussi, des anthropologues des contagions, etc. Et sur tous ces éléments-là, il y a une notion qui est arrivée, par exemple, qui est la notion de sentinelle. Alors, attention, il ne s'agit pas de veilleur, de lanceur d'alerte, mais c'est-à-dire que dans les épidémies, c'est Frédéric Keck notamment qui a mis ça en avant et qui est une notion très, très intéressante. Donc, il y a des populations plus sensibles que d'autres.
Et c'est ce qu'il montre à Hong Kong, où il y a effectivement des populations de canards, mais c'est des canards en même temps que les humains, parce que tout le monde est sensible à ça. Et donc Hong Kong, en tant que tel, est une sentinelle pour les grippes aviaires, par exemple. C'est-à-dire qu'on se penche souvent sur Hong Kong pour voir comment se diffusent les grippes aviaires et anticiper ou réagir. Voilà, c'est bien typiquement. ça. Voilà, typiquement. Donc, parce qu'il y a Frédéric qui est anthropologue et philosophe. Voilà, donc voilà, il y a des relations avec le milieu naturel qui sont un peu différentes. Et puis là, il y a un réservoir de virus qui est absolument extraordinaire dans les forêts chinoises, etc. Et donc, il y a des contacts qui sont intéressants à observer. Et donc, on peut les observer de façon, anticipée, si vous voulez. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, on peut avoir des endroits où on va surveiller le fait qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc, des phénomènes d'accélération, donc, pas forcément juste au moment du tipping point, parce qu'une fois que c'est parti, le tipping point, le moment de bascule, c'est terminé, c'est parti. Mais juste avant, justement, on peut avoir des endroits où on se dit, tiens, là, les gens sont plus sensibles, c'est pas les mêmes choses sur les mêmes thématiques, donc on peut organiser une veille autour de cela qui nous permettrait d'anticiper et de prévoir des mesures en termes de lutte informationnelle, justement, qui permettent de corriger ou d'anticiper tous ces éléments-là, soit en ciblant les émetteurs, soit en cassant la propagation, donc en coupant les chaînes de contagion, comme on disait pour le Covid-19. Et bien là, à ce moment-là, c'est possible. Et le deuxième aspect, c'est qu'il faut pour ça, justement, des outils techniques qui nous permettent de couper ces chaînes de contagion. Et un des outils, c'est précisément d'équiper l'ensemble de ces plateformes de tableaux de bord en permanence qui, sur le plan cognitif, à très bas niveau, vous permettent de voir que vous avez retweeté 25 fois dans la journée. Bon, il y a un problème. Alors, en fait, il y a très peu de tweetos qui sont des super actifs. Des super spreaders. Voilà, exactement. Donc, il y en a très peu. Donc, c'est ceux-là qui sont souvent le problème. Mais il y en a bien d'autres aussi qui, quelquefois, se laissent embarquer dans ces choses-là. Donc, si vous vous dites, là, vous avez des alertes sur le nombre de likes, le nombre de republications, le nombre de posts, de commentaires, etc. Et vous dites, mais il va falloir faire tomber la température, justement. Et à ce moment-là, ça, c'est déjà une aide à la personne individuellement. Et puis, ça peut devenir une aide collective pour la plateforme ou pour ceux qui suivent ce sujet-là, en se disant, regardez, là, ça monte, tout le monde est en train de s'exciter, etc. Et donc, on peut non pas couper, parce que c'est ce qui s'est fait, par exemple, au moment des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Oui, on coupe TikTok, par exemple, mais on peut très bien le ralentir. C'est-à-dire de dire, non, si vous avez quelque chose à dire qui peut avoir son importance, parce que tout le monde se dit, oui, mais ça a été quand même utile, les réseaux sociaux, au moment de le printemps arabe, etc. Voilà. Mais on dit, oui, d'accord, mais vous n'avez pas nécessairement l'obligation de le publier le jour même. Vous pouvez le publier le lendemain et vous allez vous rendre compte que 90% de ce que vous vouliez publier, finalement, n'a pas tant d'importance que ça. Par contre, ce qui est vraiment important, là, vous allez le publier et le maintenir parce que vous voulez le publier et vous hiérarchisez l'information. Ce que font d'habitude les médias. Mais comme on est maintenant tous chacun un média et on diffuse et on propage, etc., eh bien, il faut qu'on reprenne ce pouvoir de contrôle, soit individuellement, soit dans des moments de crise, par la plateforme elle-même, soit par un gouvernement. Oui, aussi, à certains moments, on dit on ralentit le truc, on ne coupe pas les canaux, mais on le ralentit. Et pour ça, il faut avoir les leviers dans les algos. Et ça suppose précisément d'avoir une force une obligation de contrôle sur les plateformes qui devrait être dans le cahier des charges. C'est-à-dire, si vous voulez opérer sur notre territoire, ben voilà, le cahier des charges, c'est ça. Et quand vous dites que vous avez évolué sur ces questions, c'est intéressant de voir aussi que les chercheurs comme vous évoluent sur le sujet. Quand vous dites que vous avez évolué, on entend bien que vous ne venez pas d'une famille politique qui a l'habitude d'appeler à la censure. C'était ça l'évolution, c'est-à-dire qu'au début, vous disiez on ne va pas non plus contrôler l'expression des individus. Il faut être très prudent là-dessus. Je comprends ça, tous les collègues qui, effectivement, veillent pour les libertés publiques. Parce que si vous dites surtout que vous donnez les clés à un État, vous voyez le problème, parce que quel est cet État-là ? Qui tient l'État en question ? Selon les gouvernements, vous voyez que ça peut aboutir à des choses catastrophiques. Donc l'intérêt, c'est justement de reconstituer les communautés. C'est pour ça que je parle de sentinelles, que c'est intéressant, et notamment parce que, par exemple, dans les zones d'interconnaissance, vous avez un pouvoir d'autocontrôle des groupes. C'est ça. C'est ça qui peut être intéressant. C'est ce qui se passe ce qu'il y avait au début, je veux dire, et il y a encore d'ailleurs quelquefois dans certains groupes de Facebook, vous avez des gens qui sont administrateurs et puis qui virent des gens parce qu'ils disent ça suffit, ils mettent le bordel. Bon, voilà, c'est clair, à ce moment-là, on le vire. Et puis personne ne se plaint parce qu'au contraire, ça devenait pénible un peu pour tout le monde. Évidemment, la personne qui est virée n'apprécie pas, mais c'est comme ça s'appelle de la norme sociale. C'est pas la loi, c'est pas la règle, mais c'est pas à ce moment-là, c'est la norme. Et donc, l'accommodation collective
de nos propres principes. Et donc là, on commence à avoir un début d'institution, mais par le bas, et qui à ce moment-là, effectivement, peut être variable. Hein. Si vous êtes dans un groupe d'extrême droite, vous n'aurez pas les mêmes règles, évidemment. Mais moi, ça m'est égal. Je veux dire qu'ils aient leurs règles. Le problème, c'est qu'ils ne viennent pas polluer l'activité des autres et les empêcher d'avoir une vie paisible de débat intelligent entre eux. Parce qu'à ce moment-là, c'est la logique des trolls, effectivement. Donc à ce moment-là, vous sabotez toute l'ambiance d'un réseau, quel qu'il soit. Et cela, effectivement, c'est comme ça qu'on explique aussi que l'ensemble des réseaux se trouvent dégénérés d'une certaine façon à un certain moment. Parce que si on disait, vous savez, on parle souvent de la bulle de filtre. Oui. On dit les gens se retrouvent dans leur bulle de filtre. Oui, c'est un problème. Mais en même temps, quelquefois, c'est une mesure de salubrité intéressante. Ils sont dans leur coin, c'est bon. Voilà. Mais le problème, c'est que les réseaux ne fonctionnent pas seulement comme ça. Il y a la bulle de filtre et il y a le système de l'alerte et du taux d'engagement qui fait que les plateformes favorisent la pénétration dans l'espace des autres de posts qui sont choquants parce que ça va faire réagir. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut aussi gérer cet aspect-là. Et parmi les posts choquants et les posts qui font réagir, on a un certain nombre de posts qui proviennent effectivement, on l'a évoqué tout au long de notre entretien, mais d'ingérence étrangère. Et je voulais vous amener sur la question de la démocratie et la question très très discutée à l'heure actuelle dans le petit écosystème de lutte contre la désinformation, de contre-propagande. Est-ce que, une fois qu'on a cette théorie des propagations entre les mains, qu'on comprend qu'on ne peut pas modifier l'opinion publique en diffusant des messages, en utilisant, mais qu'on peut quand même lancer des pièces en l'air et voir ce qui retombe en termes de messages, quel que soit le bord politique dans lequel on se place, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'un certain nombre d'acteurs, privés ou non, vous avez aussi été entrepreneur, donc vous savez de quoi je parle, d'acteurs privés, d'acteurs publics, d'acteurs citoyens, pourraient se dire, on se réunit tous ensemble et on met en place, de façon transparente, des mécanismes de contre-propagande fondés sur ce qui nous réunit, je veux dire, des plus petits dénominateurs communs, qui est quand même censé, encore à l'heure où on se parle, être la démocratie libérale. Oui, alors la question est effectivement essentielle, c'est de savoir sur quoi on va se défendre, parce que si on saute sur tout ce qui bouge, on n'en finit pas. Et ça serait une première chose à faire, c'est-à-dire qu'on accepte de laisser le terrain se contaminer. Là, je ne suis pas d'accord avec pas mal de collègues qui disent non, il faut rester sur le terrain de Twitter, parce que sinon, ils vont tout contaminer, tous les gens de l'extrême droite, etc. Laissons-les, c'est pas grave. Twitter est mort. Terminé. On n'y a plus qu'à le quitter, sinon ça nous intoxique, pas seulement depuis qu'ils sont passés à l'extrême droite avec Musk. Dès avant, c'est un principe d'organisation du débat public qui est nocif. Donc, admettons-le, et obligeons par exemple toutes les personnes attachées par un bout ou par un autre à l'État, aux institutions, et notamment le personnel politique évidemment, à quitter cela. Et donc, zéro poste, et il va mourir de sa belle mort, puisqu'il n'y aura plus rien d'intéressant là-dessus. On saura qu'effectivement, on va dans un environnement toxique, et donc, si on est un peu sain d'esprit, on n'y va pas. Sauf ce que certains diront, oui, mais j'ai ma réputation, j'ai mes followers, j'ai tout ça. Et donc, voilà, j'ai quelques... Bon, mais ça, c'est pas très grave. Donc, je pense que là, il y a déjà quelque chose, une mesure importante à mettre en œuvre, qui est directement liée au pouvoir de l'État. Et puis, les réseaux sociaux meurent, c'est une possibilité. Ils naissent, ils évoluent et ils meurent, ça existe. Oui. MSN n'existe plus, enfin, on a plein de Oui, tout à fait. Donc, il y a des choses comme ça. Mais j'ai oublié la question que vous aviez posée au début. La question était de se dire, est-ce que la question, c'est celle de la contre-propagande. Voilà. Est-ce qu'on émet des messages qui vont à l'encontre de ce qu'on se prend comme message qui attaque les fondements de nos démocraties? Alors, un des risques, par exemple, qui est très bien connu, parce que l'extrême droite a affiné ses stratégies de ce côté-là, notamment chez Steve Bannon, par exemple, quand il dit effectivement la seule réaction, parce qu'eux, ils en ont pris des avalanches de critiques, etc. Et donc, ils ont appris que la seule façon de réagir, c'était flood the zone. Ouais. C'est-à-dire, on inonde la zone avec on balance du shit. Le terme, c'était flood the zone with shit. Ouais. Voilà, exactement. Donc, on balance tout. Et à ce moment-là, vu l'avalanche d'émetteurs artificiels qu'on peut générer, ça finit par s'écrouler, par tomber au fond des listes de trending topics. D'accord. Est-ce qu'on doit faire ça? Alors, le problème, c'est ça. Si vous êtes sur un réseau qui est fondamentalement viral, vous ne pouvez quasiment que faire ça. Donc, je trouve que c'est vraiment nous dénaturer, par rapport aux valeurs que l'on prétend défendre en disant « nous voulons un débat public argumenté, contrôlé, qui ait des valeurs de vérité et des valeurs de discussion, parce qu'il peut aussi être controversé, c'est pas le problème, mais que de controverses qui soient appuyées sur des données scientifiques, sur du droit, etc. Donc, toutes ces valeurs-là qui constituent un noyau européen qui devient de plus en plus rétréci, effectivement, en termes de pays, eh bien, il faut absolument le défendre et l'implémenter dans les choix algorithmiques qui sont faits et dans la régulation qui est faite. Donc là, effectivement, on va faire en sorte que ces réseaux-là
on puisse reprendre la main dans certains des réseaux. Parce qu'il y a certains réseaux qu'il faut abandonner, qui sont perdus. Pour qui il y a plus Donc, d'espoir. Et ça, c'est clair. Donc, il y a des réseaux qui sont à abandonner, d'autres, et je pense que TikTok comme Twitter sont à abandonner définitivement. Et de l'autre côté, par contre, il faut veiller à se retrouver, par exemple, Facebook ou Instagram peuvent sans doute être encore influencés, sans doute, et puis d'autres doivent être recalibrés pour rentrer dans des cadres légaux qui soient différents. Et à ce moment-là, on aura une responsabilité de ces plateformes qui devront faire la police chez elles, c'est-à-dire, effectivement, elles seront responsables légalement de ce qui est publié. Donc là, on a un ensemble de systèmes qui doit être mis en œuvre, qui ne peut être mis en œuvre que par les États. Mais les États peuvent s'appuyer sur la société civile en lui donnant justement un pouvoir de contrôle actif directement dans l'organisation des plateformes elles-mêmes. Donc, dans ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que les mécanismes mis en place là, récemment, le compte justement X, French Response, mis en place par le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, pour justement aller sur le terrain de la désinformation, donc sur X, répondre aux gens qui diffusent, qu'on estime souvent à raison être de la désinformation, n'est pas, selon vous, une bonne allocation de ressources, quoi. Il faut monter d'un cran et se dire appliquons peut-être simplement le DSA, déjà commençons par là, au lieu de se coucher peut-être devant Trump dans le cadre des négociations sur les accords commerciaux. C'est ça l'idée ? Oui, de toute façon, là, on réagit avec un lance-pierre, là, alors que c'est effectivement une inondation de contenus qui sont toxiques. Donc, à partir de ce moment, il faut réagir ultra rapidement. C'est pas parce qu'on réagit une fois officiellement qu'à partir de ce moment-là, on a une chance de gagner les audiences et de contrecarrer. Tout le monde le sait très bien, je veux dire, y compris le fact-checking, il a ses limites. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut pas se faire d'illusions sur ce que ça donne. Donc, par rapport à côté de ça, il faut réagir sur le cadre légal de tout cela et le cadre technique sur lequel, effectivement, on fait des choix et on dit non, ce réseau-là, on le laisse tomber. Et par contre, on intervient sur autre chose pour requalifier certains réseaux ou basculer sur des alternatives. Je veux dire, il faut les promouvoir, il faut les soutenir, y compris financièrement. En termes de pouvoir public, on a la capacité à dire, non, nous soutenons des alternatives et à ce moment-là, on peut faire autrement. J'ai toujours professé la diversité des solutions en termes technologiques. Il n'y a pas une fatalité. C'est là où on est embarqué dans quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'on nous dit, les réseaux, c'est comme ça. Ils ont toujours été là. Réseaux-là, ce sont ces réseaux qui ont été complètement transformés et dénaturés depuis 2008-2009. Et c'est à ceux-là dans lesquels il faudrait se caler. Non, on peut faire autrement. Alors évidemment, quelquefois, ça veut dire on les laisse continuer à faire leur business si on n'est pas capable de les réguler. D'accord ? Mais en attendant, on fait basculer tout ce qu'on peut, ce que j'appelle faire sécession. On fait sécession sur d'autres types. C'est la même chose pour l'IA d'ailleurs. J'ai publié des papiers là-dessus pour montrer qu'on peut faire de l'IA autrement qu'avec les LLM. Et bon, voilà, ça c'est un autre argument. Et d'ailleurs, oui, c'est un autre sujet. Peut-être on pourrait en parler des heures, mais on va conclure peut-être là-dessus. Mais en tout cas, faire un dernier détour par l'IA, puisque comment éviter de se retrouver dans la situation qu'on décrit là dans 10 ans, mais avec les LLM et avec les outils d'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire que comment on fait pour qu'on n'ait pas la même conversation, vous et moi, dans 5, 10 ou 15 ans, en se disant, on a raté le coche encore avec les LLM, on est encore dans un écosystème qui promeut la désinformation, où il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de régulation, et on ne parvient pas à stopper la désinformation en provenance des LLM qui sont devenus nos assistants personnels, etc. Comment vous commencez à analyser justement la propagation des messages dans le cadre des outils d'intelligence artificielle générative ? Alors, j'avais qualifié effectivement la machine Twitter comme une machine virale. J'ai qualifié après le milieu de l'ensemble des réseaux sociaux comme un milieu auto-répliquant. Oui. C'est-à-dire qu'il s'auto-réplique et il réplique ses propres citations et il s'alimente. Et alors là, ça j'avais fait ça avant 2022, avant l'IA générative, et l'IA générative arrive maintenant. Eh bien évidemment, on confirme tout ça. C'est-à-dire que c'est un milieu qui va s'auto-entretenir. C'est ça. Des IA vont poster des choses que des IA vont lire et résumer et réagir, etc. Et au bout d'un moment, vous tournez fou dans cette affaire. Vous tournez fou si vous continuez à y croire. Bon, autrement, le problème, c'est, à mon avis, c'est le seul espoir que j'ai, c'est ce qu'on appelle le model collapse. C'est-à-dire qu'effectivement, en IA générative, on l'a testé, effectivement, on voit bien que quand vous réalimentez l'IA, les systèmes d'IA génératifs, je précise, à chaque fois il faut préciser, que ces systèmes-là, on les réalimente avec leurs propres données, eh bien ils s'effondrent. Eh bien ce modèle collapse, c'est ce que j'espère, parce que là c'est un peu l'aspect catastrophiste, quoi. Mais oui, c'est quelque chose qui ne peut mener qu'à la catastrophe. Alors si
ces systèmes-là pénètrent le système industriel, ce qui n'est pas gagné, parce que là-dessus, les industries, les IA conversationnelles, ça ne les intéresse pas tellement, non. à part faire des chatbots comme ça, mais ça ne les intéresse pas parce que ce n'est pas fiable du tout. Et pas sécurisé. Donc, il y a un problème là. En revanche, pour le reste de l'opinion publique, ça devient absolument énorme, avec cette histoire du compagnon, justement. Et à partir de ce moment-là, vous commencez à être à accoutumer tout le monde au monde du fake. Et à ce moment-là, il y a une perte de confiance généralisée qui est déjà en route, puisque si on a généralisé effectivement cette diversité médiatique et ces circuits parallèles, etc., c'est parce que les autorités scientifiques, politiques, médiatiques, etc., ont été décrédibilisées. Et maintenant, on organise leur décrédibilité. Alors là, on y va à fond. C'est délibéré comme stratégie. Et à partir de ce moment-là, avec l'IA, il y a une machine à générer un milieu autoréplicant qui fait qu'elles peuvent s'effondrer sur elles-mêmes. C'est peut-être une chance, mais en attendant, on va en payer des conséquences très chères. Et donc, il faut se mettre dans cette posture-là. Moi, je ne parle pas d'IA surpuissante, toute puissante. On s'en moque un peu. Il y a déjà suffisamment de problèmes actuellement avec les acteurs de l'IA. Comme je dis, je ne crains pas les hallucinations de l'IA, je crains les hallucinés de l'IA. Donc, les hallucinés de l'IA, effectivement, ceux-là, il faut s'en méfier. Et ceux-là, ils vous prétendent qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien et que on est en contrôle, ce qui est faux. Donc, c'est un mensonge clair. Pas les IA qui mentent, c'est les promoteurs des IA qui mentent. Et à partir de ce moment-là, il faut effectivement réorganiser ce système-là en étant conscient de ce qui s'est passé déjà avec les réseaux sociaux, qui, si on ne change pas, non pas l'ensemble du système, du point de vue du modèle économique, du point de vue du modèle médiatique et du point de vue technique, si on ne les change pas là-dessus, eh bien, on va effectivement dans le mur, ça c'est clair. Et là, on amplifie tout cela, encore une fois, parce qu'il y a derrière des puissances de calcul et où ça devient délirant. C'est-à-dire mais ça, c'est un attrape-investisseur, si vous voulez. Parce que c'est, allez-y, il faut y aller. C'est le plus grand de l'histoire de l'humanité. Exactement. Alors, plus on investit, et sans doute plus ça va être puissant. Ce qui est faux. Ce qui est justement la preuve que c'est mal conçu dès le départ. Mais le risque est peut-être... Enfin, le risque le plus important en termes de propagation est peut-être l'alliance entre ces outils d'intelligence artificielle générative et leur capacité à s'adapter à l'interlocuteur et les réseaux sociaux fondés sur des mécaniques de propagation extrêmement rapides. C'est-à-dire que pour l'instant, on est dans des écosystèmes et des interfaces dans les outils d'intelligence artificielle générative qui sont relativement apaisés. Je veux dire, on n'a pas de vanity metrics, on n'a pas de messages qui viennent nous polluer et de notifications, pour l'instant, encore une fois. Mais ce qu'on peut craindre, c'est l'alliance, la fusion des mécaniques qu'on décrit depuis le début de cet entretien, des mécaniques de propagation sur les réseaux sociaux avec les outils d'intelligence artificielle générative. Et là, on arrivera à une sorte d'apocalypse cognitive. Oui, n'employez pas le terme de Gérald Bronner, s'il vous plaît, parce que là, franchement, là, on va dans le mur aussi sur le plan conceptuel. Donc, n'employez pas celui-là. Mais en dehors de ça, c'est effectivement le fait que, justement, on va avoir des machines qui vont amplifier ce type de propagation, justement, qui, éventuellement, vont tourner sur elles-mêmes, mais qui vont générer, malgré tout, des effets financiers, des effets de réputation. C'est pour cela que la finance, on a déjà vu que c'était pas totalement, et c'est ça le problème, et c'est quasiment autonomisé vis-à-vis du monde de la production industrielle, quitte à lui pomper des ressources de façon extraordinaire. Eh bien, on va avoir le même système sur le plan informationnel. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un système qui va tourner sur lui-même et qui, en réalité, n'aura, en termes de bénéfices pour la société civile et pour l'enrichissement cognitif, l'éducation et l'ensemble du débat public, sera à peu près nul. Et dernière question, et enfin après je vous libère, mais et auditrices et auditeurs aussi, on va vous libérer après. En dehors de lire Des humanités numériques qui paraît en octobre chez Armand Collin, sans doute d'ailleurs qu'il aura paru au moment où l'épisode sera diffusé, en dehors de ce conseil-là, quel conseil vous pourriez donner justement à nos auditrices et à nos auditeurs pour mieux, à l'heure qu'il est, sans se projeter très, très loin, dans le présent en tout cas, détecter et résister aux tentatives de manipulation informationnelle ou alors à la pression des propagations dans leur quotidien? Bien, au cas par cas, c'est très difficile, effectivement, parce que quand vous êtes dans le rythme, juste comme je le disais, l'important, c'est de sortir du rythme. Donc, ça veut dire trouver des moyens. Je vous prends un exemple. Par exemple, moi, pour des raisons professionnelles, je dois toujours avoir TikTok. Mais je l'ai mis sur mon téléphone, je l'ai mis dans un dossier qui est lui-même dans un dossier. Et donc, il n'apparaît pas. Et j'ai supprimé les notifications éventuellement. Donc, je n'ai aucune tentation d'y aller. C'est très compliqué d'y aller.
J'y vais de temps en temps parce que je dois vérifier des choses, mais c'est tout. Vous avez vous-même organisé la difficulté à accéder. Il y a des petits systèmes de ralentissement, des systèmes de garde-fous, j'allais dire, s'ils ont dû un pas fou, mais presque quelquefois, effectivement, pour éviter tout cela. Ça, c'est important. Le rythme, c'est absolument essentiel. Donc, tout ce qui peut être fait pour ralentir tout cela, se donner une hygiène de ça en disant non, comme on fait dans certaines entreprises d'ailleurs, les mails, comme le reste d'ailleurs, on les utilise qu'à partir de 17h, etc. Bon, c'est parce qu'autrement, c'est notre système attentionnel qui est complètement perverti par cela. Ça ne veut pas dire que c'est mal d'être en alerte et d'être conscient du monde. Non, ce n'est pas le problème. Mais s'il n'y a plus que ça, là, on dégénère soi-même en termes de compétences, de savoir-faire, de capacité humaine, de pouvoir sur nos vies. Et donc, c'est cela qui est important, c'est de se donner soi-même les moyens. Et là, l'éducation est très importante, donc l'éducation aux médias, bien entendu, mais aussi l'assistance, c'est-à-dire que d'être dans des groupes aussi qui vous aident et qui ont un régime médiatique posé, tranquillement, qui régule tout cela et qui vous aide, parce que tout seul, c'est dur. Parce que de fait, on est emporté par cette vague. C'est presque des mécaniques d'addiction que vous décrivez. Exactement. Côté alcoolique anonyme, dans ce que vous dites. Exactement. Les collectifs qui servent à ça aussi. Absolument. Il faudra peut-être penser effectivement à en créer l'un ou l'autre, peut-être dans la communauté des auditrices et auditeurs de Propagation. En tout cas, merci beaucoup. Je vois la montre qui tourne, Dominique Boulier. J'avais oublié, moi, vous parliez de rapidité et de rythme. Je trouve que le rythme de cette conversation était particulièrement engageant. Donc merci encore d'être venu à notre micro. Dominique Boulier, merci, je vous souhaite très bonne sortie des humanités numériques. Et puis je vous dis à très bientôt. Quant à vous, auditrices et auditeurs, vous pouvez bien évidemment nous aider à tromper l'algorithme. C'est en train de devenir ma phrase de conclusion, en vous abonnant évidemment à l'émission, mais en mettant quelques commentaires sur votre plateforme préférée afin de nous aider à augmenter la propagation de ces longs entretiens qu'on espère intéressants. Propagation, un podcast produit par Justin Poncet, Dopsy.ai, animation Guillaume Ledy, réalisation Roman Munier, générique Martin Commandeur, graphisme Gauthier Gevray. À la semaine prochaine.